Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Gestion des fonds force Covid-19. Le procureur de la République engage une enquête. Dans un communiqué, le parquet a fait savoir que l'analyse des informations contenues dans le rapport fait présumer de potentielles violations de la loi et l'existence d'infractions pénales. La division des investigations criminelles a été activée pour des enquêtes préliminaires. Synthèse de son communiqué à suivre en début d'édition. La confiance est rompue avec la justice, c'est ce qu'ont déclaré les membres du collectif Sunui Milliard Dourès, réagissant ainsi au communiqué du procureur. Aliou Sané et ses camarades de la société civile ont même déposé une plainte populaire au tribunal de Dakar. La réaction du coordonnateur du collectif à suivre tout à l'heure. L'actualité ce lundi 6 février, c'est aussi l'inauguration du complexe Cheikh Ahmadou El Khadim pour l'éducation et la formation, financé à hauteur de 37 milliards de francs CFA par la communauté mouride. Le complexe a une capacité d'accueil de 1200 apprenants, une capacité qui devrait à terme atteindre 10 000 places. Il a été inauguré par le Khalif général des Mourides en présence du chef de l'État Macky Sall. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Le procureur de la République communique pour la première fois sur le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19. Le parquet a demandé à la division des investigations criminelles d'ouvrir des enquêtes criminelles, Le ministère de la Justice a fait savoir que avait saisi le parquet de Dakar à la suite de la publication de ce rapport. La synthèse de ce communiqué avec Mohamed Kandi. Après analyse des informations contenues dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la COVID-19, un rapport faisant présumer de potentielles violations de la loi et l'existence d'infractions pénales, notamment des atteintes aux deniers publics et autres infractions assimilées telles la corruption et l'abus de fonction, le procureur active la police judiciaire de la division des investigations criminelles pour des enquêtes préliminaires aux fins de constater la matérialité des faits dénoncés, d'en rassembler les preuves, d'élucider les circonstances qui ont entouré les actes évoqués et d'identifier s'il y a lieu l'ensemble des auteurs et des personnes qui ont facilité ou aidé à la commission des faits ou profité d'une manière ou d'une autre des produits du crime. Ces enquêtes qui devront être débutées sans délai justifié par les dispositions des articles 32 et suivants du Code des procédures pénales revêtent, selon le procureur, une importance capitale en tant qu'elles permettent à terme de sanctionner et de dissuader des faits qui, selon le maître des poursuites, sont d'autant plus graves qu'ils perturbent gravement l'ordre public économique et l'ordre public de manière générale. Le maître des poursuites renseigne qu'il a demandé aux officiers de la police judiciaire de signaler à l'issue des enquêtes toute personne dont la responsabilité peut être engagée de façon indiscutable pour une quelconque infraction en rapport avec les faits dénoncés, lesquelles personnes seront rigoureusement traduites devant les juridictions et punies conformément à la loi. Mohamed Kandi, est comme annoncé la semaine dernière, les organisations de la société civile réunies autour du collectif Sunui Milliard Dourès ont déposé une plainte populaire auprès du procureur. Aliou Sané et ses camarades réclament la lumière sur les présumés détournements de deniers publics soulignés dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des forces Covid-19. Aliou Sané est l'un des coordonnateurs du collectif Sunui Milliard Dourès. Il est au micro d'Amadou Bari. Nous sortons du bureau du procureur de la République où deux catégories de plaintes ont été déposées au nom du peuple sénégalais, au nom de tous ces Sénégalais qui pensent que le rapport de la Cour des comptes et tous les cas de détournement dont il est question dans ce rapport et surtout les recommandations claires qui ont été faites au gouvernement dans ce rapport de la Cour des comptes, que ce rapport ne doit pas être un rapport de plus. S'il n'y avait pas de rupture de confiance entre le gouvernement et le peuple sénégalais, on aurait tout de suite dit oui, c'est très bien. Mais malheureusement non. Malheureusement non. Et surtout que
le procureur attend que des citoyens, que le peuple sénégalais réengage le combat pour que le travail juridique et judiciaire soit fait sur ce dossier-là, qu'ils attendent qu'il y ait cette initiative de plainte populaire pour aujourd'hui faire ce communiqué. Nous disons que dans un pays qui se respecte, dans un État qui se respecte, dans une justice qui se respecte, ils ne devraient pas attendre cela parce qu'ils ont eu tout le temps de le faire. D'ailleurs, le premier acte qui aurait dû être posé, c'est des mesures administratives, c'est-à-dire tous ceux qui sont mis en cause dans ce rapport-là, qu'ils soient suspendus de leurs fonctions. Ça n'a pas été fait. Donc nous n'accepterons pas qu'on nous jette de la poudre aux yeux. Nous allons continuer d'être vigilants sur cette lutte. On a déposé cette plainte-là. Justement, parlant de Covid-19, dans le cadre de sa participation dans la lutte contre cette maladie, l'USAID, en partenariat avec la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre et le district sanitaire de Guédiawaye, a organisé une randonnée de sensibilisation. L'objectif pour eux est d'encourager les populations à se vacciner. Écoutons à ce propos Moustapha Diop, chargé de projet à l'USAID. Cette randonnée pédestre entre dans le cadre de nos activités de sensibilisation pour la promotion de la vaccination contre la Covid-19. Donc c'est une activité vraiment qui a eu une très grande réussite, une très grande mobilisation. Et nous, en tant que partenaires, nous cherchons toujours des opportunités pour mieux sensibiliser la population. Je pense que le président l'a dit, la Covid-19 est toujours là. Donc même on est en accalmie présentement, nous devons tous l'achever. Et présentement, le seul moyen actuellement de prévention que l'OMS recommande, c'est la vaccination. Et c'est une occasion pour nous de coupler l'utile à l'agréable. Donc les gens ont beau marcher, ont bien marché et aussi en ont profité pour aussi prendre soit leur deuxième dose ou bien leur dose de rappel, ce qui est en même temps aussi une très bonne initiative. En plus aussi, vraiment, nous en avons profité pour faire passer des messages de sensibilisation à l'endroit de tous les marcheurs, mais aussi à l'endroit vraiment des populations riveraines du circuit. En tout cas, ça vraiment, nous en tant que partenaire USAID Breakthrough Action, nous en sommes très fiers et je pense que ce n'est que le début quand même d'un partenariat qui pourra aboutir quand même sur d'autres activités. Et puis l'actualité ce lundi, c'est aussi l'inauguration du complexe Ahmadoul Khadim de Touba. Il a été inauguré par le Khalif général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Ce dernier a profité de la tribune pour magnifier l'engagement et la détermination des fidèles mourides qui ont beaucoup contribué à la matérialisation ce projet, un projet qui a réjoui le chef de l'État qui réitère son soutien aux guides religieux pour le bon fonctionnement de ce complexe. Les détails dans ce compte-rendu de nos correspondants à Touba, Gorandaklo et Tiernofaï. Le complexe universitaire Cheikh Ahmadoul Khadim démarre officiellement ses cours. Une cérémonie d'inauguration dirigée par le calife général des Mourides, Cheikh Mohamedoul Mountakha El-Bachir. Ce dernier a d'abord loué l'engagement des fidèles Mourides et du gouvernement pour la matérialisation de ce temple du savoir. Nous ne pouvons que remercier tous les fidèles mourides qui ont beaucoup contribué pour la matérialisation de ce temple du savoir. Nous savons bien que chacun a apporté sa participation pour que ce complexe aboutisse à terme. Ainsi, le calife général des Mourides, par la voix de son porte-parole, invite les fidèles mourides à appuyer davantage le bon fonctionnement du complexe universitaire Cheikh Ahmadoul Khadim. Le calife réitère son appel aux disciples car nous avons accompli une première mission et il nous reste d'autres défis à relever. Nous pouvons dire que nous sommes à mi-chemin, donc nous devons continuer à travailler. À cet effet, le président de la République réitère son soutien auprès du calife général des Mourides. muy liggéey boo xam ni njaboot ga tax nga yëkkati ko wala askan wi wala diine ji
Je serai toujours à vos côtés car nous avons le devoir de vous accompagner dans vos projets. Nous allons ériger une centrale solaire qui permettra à l'université d'avoir de l'électricité. Le gouvernement va aussi vous accompagner sur tous les plans. Après 50 mois d'exécution, le complexe universitaire Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, estimé à 37 milliards de francs CFA, ouvre ses portes au grand bonheur des premiers étudiants. Merci Goranda Klo. Le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sénégal avait équipé 5 périmètres maraîchers modernes de la commune de Toubacouta d'un réseau d'irrigation, un équipement qui a permis aux cultivateurs de faire une bonne production cette année, une production évaluée à 22 millions de francs CFA. Les responsables du Paris ont effectué une visite dans ces périmètres maraîchers. Muntaga Khan nous explique tout. À l'entrée du périmètre maraîcher de Dassilame, ces femmes font crier le poulie, agressées par les allers et retours de la corde qui apparaît avec un seau plein qu'elle déverse dans un petit bassin. Aussitôt après, le seau replonge dans les profondeurs du puits. À quelques mètres de là, le puits n'est plus à l'ordre du jour. L'irrigation par aspersion lui a ravi la vedette. Avec l'arrivée de Paris, la tâche est devenue plus aisée pour nous. Avant la venue de Paris, on faisait tout à la main. C'était très fatigant. Aujourd'hui, les choses sont plus faciles. Ici, l'eau est maîtrisée. Résultat, la production est plus bonne. Donc nous maîtrisons de plus en plus l'eau, en quoi faisant, ce qui nous permet de travailler toute l'année. Donc pour travailler Nubei, pour Taoul, Nubei. Et alors, c'est ça vraiment c'est une question extrêmement importante dans le développement local. L'autonomisation des femmes n'est pas un mirage à Dassilame où elle constitue 97% des producteurs. L'année dernière, déjà, en termes de production, on était ici, la productivité pour la pomme de terre tournait autour de 28 tonnes à l'hectare. Lié un peu à ce système, on était à 63 tonnes pour l'oignon l'année dernière et à 7 tonnes 500 pour les tomates, les solanacées globalement. En tout, on a un chiffre d'affaires qui tournait autour de 22 millions de francs CFA. Vous voyez, donc pour les femmes, c'est quand même une avancée sensible qui permet d'autonomiser les femmes. Les dividendes de l'activité se font bien sentir dans les ménages. On n'a pas encore commencé à bâtir des maisons, mais chacune d'entre nous s'est acheté un lit, un réfrigérateur et des bêtes telles que des chèvres et autres. Les producteurs qui attendent impatiemment l'aménagement des 5 hectares restants sollicitent la viabilisation de la vallée de Dassilame qui serait propice à la riziculture. Montagaï, à l'issue de cette visite, les responsables du Paris, qui étaient satisfaits des résultats, ont décidé d'élargir le périmètre de Dassilame et de le renforcer l'accompagnement. Alice Alignan, coordonnateur du Paris, que nous écoutons. Déjà lors d'une visite précédente, nous avions constaté en tout cas que le niveau d'avancement en termes de production, en termes véritablement d'augmentation des revenus, donc nous donnait bon espoir que c'est des femmes qu'il faut accompagner. Donc de ce point de vue, avec le bailleur de la Banque mondiale, il a été décidé déjà d'élargir le périmètre à 10 hectares, parce que je viens de dire que c'est 4,5 hectares qui ont été emblavés. Donc nous allons l'élargir à 10 hectares et nous allons aussi renforcer l'accompagnement, parce que je dois rappeler que les périmètres donc sont accompagnés un peu pour la mise en valeur par Ancar, avec qui nous avons une convention, et prévoyons d'acquérir déjà un tracteur, donc pour aider un peu au travail de sol. Après déjà avoir considérablement réduit la pénibilité des femmes à travers ce réseau d'irrigation par aspersion, qui vraiment font qu'elles ne perdent plus beaucoup de temps, en tout cas pour le travail physique au niveau du champ.
Et à Louga, par contre, la campagne de collecte d'arachides n'a pas été satisfaisante malgré les efforts fournis par les opérateurs. La Sonacos n'a pu collecter que 373 tonnes, une situation qui peut s'expliquer par une mauvaise récolte d'arachides dans la région. Selon le directeur de la Sonacos, il était en tournée à Louga. Les détails avec Sekou Diallo et Djibril Sow. La campagne de collecte de graines d'arachide n'a pas marché comme la Sonacos l'avait souhaité à Louga. Mouridjan Fada, directeur général de la Sonacos. Nous avons collecté 373 tonnes à Louga, ce qui est extrêmement infime. Louga a souvent occupé les premières places lors des dernières campagnes. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Cela s'explique par d'une part, la répartition de la pluviométrie en zone nord, mais aussi les récoltes n'ont pas été abondantes. Pourtant, une augmentation des prix de moins de 300 à 450 francs CFA a été constatée pour suivre le marché parallèle. La commercialisation étant libéralisée, ce que la Sonacos devrait faire, la Sonacos a eu à le faire. C'était d'abord très tôt de se lever et d'aller chercher le financement. Nous avons préparé à temps. Ensuite, nous avons fait plus de 5 augmentations successives. Nous avons commencé par moins de 300, ensuite par 325, 375, 425. Aujourd'hui, nous achetons à 450 francs le kilogramme d'arachide. Et un partenaire va permettre à la société de poursuivre ses activités à Louga. Les perspectives de la Sonacos sont bonnes, parce qu'il ne s'agit pas seulement de condamner la Sonacos à la mort, parce que nous n'avons pas fait une bonne campagne. La Sonacos va survivre pour pouvoir disposer de 20 milliards d'un de nos partenaires. Cette lettre de garantie, nous l'espérons, sera disponible dans les prochains jours. Et à quelques mois du début de l'hivernage, les populations de Diamniadio Nord alertent sur les inondations. Elles ne veulent plus vivre ce calvaire. Autre inquiétude de ces populations, l'insécurité grandissante dans la zone. Babacar Seck. Les inondations vécues par les populations de Diamniadio Nord, route de Thiès, hantent toujours leur sommeil. C'est pourquoi elles lancent une alerte pour ne plus vivre pareille situation. Voici déjà plusieurs années que les populations en souffrent. Des correspondances ont été adressées à qui de droit, des démarches entreprises qui n'ont rien donné. Et à chaque fois que ces inondations se produisent, les populations perdent leurs vivres, leurs effets vestimentaires et leur matériel. Nous sommes allés jusqu'à croire que nous sommes abandonnés à notre sort, car durant et pendant les inondations, nous n'avons bénéficié d'aucune assistance, d'aucun soutien de la part de l'État. L'insécurité qui règne dans ce quartier à la périphérie de Diamniadio inquiète les habitants de Diamniadio Nord. Pas un peu, beaucoup, parce que si quelqu'un connaît Diamniadio, on sait que Diamniadio, il y a l'insécurité. Donc nous demandons à l'État de nous aider. Nos lampes ne s'allument pas, nos lampes vraiment. Donc vraiment, on est dans les ténèbres. On est dans les ténèbres pendant toute la nuit. Donc les voleurs sont là, les agresseurs sont là. Et nous, en tant que femmes et nos enfants, nous avons peur. Nous avons peur parce que des fois, les maris ne sont pas là, les hommes ne sont pas là. Donc en tant que femmes seulement dans une maison, nous avons peur. Selon les populations de Diamniadio Nord, l'installation d'usines à proximité du quartier favorise les inondations avec l'obstruction des voies d'eau. Et à Rufisque, en politique, la Fédération départementale du Parti démocratique sénégalais mobilise ses militants à quelques mois de la présidentielle après avoir dénoncé un circuit parallèle de renouvellement des instances. Les responsables ont appelé à l'unité pour le retour de leur candidat Karim Meïssa Wade Issapouy, coordonnateur PDS Rufisque Nord, que nous écoutons. Tous les responsables du département de Rufisque qui sont ici présents, qui sont des coordonnateurs, ont eu à recevoir des commissions locales, installer des commissions locales dans leurs sections respectives. Mais malheureusement, ce qui est en train de se faire, c'est de voir des circuits parallèles qui sont en train de faire un travail qui ne repose pas sur la légalité. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que responsables du département de Rufisque, plus fidèles que jamais à la ligne directrice du parti, nous ne voulons pas que le parti soit sacré.
et la mobilisation ici est plus que jamais un signe de détermination pour marquer les pas, pour non seulement alerter le parti, mais également demander à tous les responsables du parti qu'ils soient plus engagés, plus déterminés et engager le combat pour le retour de Karim Meïssa Wade. Le PDS n'a pas un plan A, un plan B, un plan C. Le seul plan, c'est Karim Meïssa Wade. Allons à présent à Saint-Louis où le musée de la photographie abrite l'exposition de l'artiste photographe Massaoka qui, à l'issue d'un voyage sur la ligne ferroviaire Dakar à Saint-Louis, a décidé de montrer l'état des gares chargées d'histoire, mais laissée à elle-même. L'exposition intitulée Gari a été visitée par nos correspondants Momar Alisnian et Mokhtar Sek. Gari, tel est l'intitulé de l'exposition de l'artiste photographe Massaoka, plus connu sous le nom d'El Gignon, une exposition qui se déroule au musée de la photographie dans l'île de la ville tricentenaire. À travers Gari, qui veut dire les gares, El Gignon embarque ses visiteurs dans un voyage sur la ligne ferroviaire Dakar-Saint-Louis en passant par Ndande, Kell, Kébémer, entre autres. Mais qu'est-ce qui motive ce projet? Ce projet consiste à suivre donc un itinéraire donc, de Saint-Louis à Dakar, donc de suivre donc de faire un questionnement donc des lieux, que ça veut dire les gares qui sont abandonnées, comment sont devenus, de quel état ils sont, et que pour moi aujourd'hui nous avons un problème avec la maintenance sur cette question qui est très importante, mais aussi par rapport à l'architecture, et que ces gares-là ils ont connu l'histoire et que ce sont donc des histoires en fait des espaces emblématiques par rapport à l'histoire. À travers ces clichés, El Gignon met aussi l'accent sur les conséquences de la disparition de la ligne ferroviaire Dakar-Saint-Louis. Beaucoup de villages se sont tués. Parce que pourquoi je dis que ce sont des villages qui sont morts? Parce que le chemin de fer permettait donc ces villages de vivre avec l'économie et tout autre chose. Après Dakar-Saint-Louis, l'artiste ne compte pas s'arrêter là. Actuellement, ce qui me reste, c'est juste l'axe Diourbel-Bambey, Guinguinéo, donc Gossas, donc voilà, qui me reste. Mais j'ai une partie bouclée, donc presque tout le Sénégal. Et après, la suite, c'est de faire le reste donc, du Mali et peut-être probablement au Niger. Massaoka invite par ailleurs l'État et les collectivités à restaurer et à mieux conserver ces gares, dont la plupart sont chargées d'histoire. En parlons sport à présent. Le Tour d'Europe des Lions en France. Habib Diallo marque ses 9e et 10e buts de la saison avec Strasbourg. Bamba Dia est titulaire avec Lorient. En Angleterre, Idrissa Gana Gueye rend une copie propre lors de la victoire de Everton face à Arsenal en Championship. Ismaël Sarr marque son 8e but de la saison. Et en Espagne, Pape Gueye est titulaire pour sa première avec Séville. Cher Diop. En France d'abord, Habib Diallo a planté un doublé, ses 9 et 10e buts de la saison avec Strasbourg qui recevait Montpellier pour une victoire 2-0. Crépin Diatta était aussi titulaire et Ismaël Jacob n'a pas joué lors du succès de l'AS Monaco 2-0 face à Clermont de Maurice Diaw titulaire dans les buts. Bamba Dia a entraîné sa première titularisation avec Lorient qui recevait Angers de Ibrahima Niane également titulaire pour sa première sortie avec son nouveau club. Abdallah Sima est entré en cours de jeu et pas de but dans ce match. John Lopi a également joué en seconde période avec Reims qui s'est déplacé sur la pelouse de Auxerre de Mbaye Niang aussi remplaçant. Là également, un score nul et vierge. En Ligue 2 française, Bordeaux s'est relancé en battant Pau 2-0 avec un but de Aliou Badji. Saint-Étienne a également gagné à domicile face à Annecy 3-2 avec une réalisation signée Ibrahima Wadji. En Angleterre, Leicester surprend Aston Villa à Birmingham 4-2. Nampalys Mendy est entré en cours de jeu. Héroïque, c'est le seul terme pour mesurer la performance d'Idrissa Gana Gueye avec Everton, qui bat le leader Arsenal 1-0. En Championship, Ismaël Sarr a inscrit son 8e but de la saison avec Watford, qui concède le nul 2 buts partout face à Reading. Mamadou Loum a joué tout ce match, tandis que Amadou Salif Mbeng lui est sorti en seconde période. En Liga espagnole, Mallorca a fait chuter le Real Madrid de 1-0. Amad Ndiaye Diédhiou est entré en cours de jeu.
Papa Gueye lui était titulaire au Camp Nou pour sa première sortie sous le maillot sévillan. En Turquie, pour finir, Fatih Karagümrük est allé battre Ankara Gurcu sur sa pelouse avec le 11e but de la saison de Mbaye Diagne. Cher Diop, et avant de nous quitter, rappelons-nous ensemble ces beaux moments et nos esprits. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.